Bien, veuillez vous asseoir. Et nous poursuivons donc avec nos plaidoiries. Les techniciens, Je les mets là. Je peux les mettre dans la poche. Maître, nous vous invitons à décliner votre identité avant le début donc, de vos plaidoiries pour que cela puisse être mentionné dans le procès verbal. Monsieur le Président, Messieurs les juges, mon nom est Alain Werner, avocat pour les parties civiles dans le groupe de Maître Modena. Monsieur le Président, Messieurs les juges, si l'humilité s'impose pour Maître Bautier, alors évidemment, l'humilité s'impose pour moi, qui suis le plus jeune dans notre groupe, le plus jeune dans ce dossier. Je travaille dans ce dossier seulement depuis 2008, donc depuis 8 ans. Et à notre sens, et c'est ce que je vais développer maintenant devant vous, à notre sens, l'une des questions les plus importantes, mes confrères les ont mentionné cette question, à laquelle vous aurez à répondre dans le cadre de ce procès, c'est cette question-là. Si des crimes ont bel et bien été commis, et notamment à la DDS, comme nous le soutenons, Monsieur Hissène Habré, Monsieur Habré, est-il oui ou non responsable pour les crimes commis par la DDS de 1983 à 1990? Et si la réponse est oui, si M. Habré est légalement responsable des crimes commis par la DDS, pourquoi? Pourquoi est-il responsable? Qu'a-t-il fait précisément ou pas qui le rende légalement responsable ou pas de ces crimes? Et ce que nous soutenons de ce côté de la barre, c'est que, quelle que soit votre réponse à cette question fondamentale, elle doit être tout entière basée sur les témoignages, les faits, les pièces de cette procédure. Donc, ce que je vais faire devant vous, c'est tenter de répondre à cette question, vous donner notre vue sur cette question. Quel mode de responsabilité pénale doit être retenu, si un mode doit être retenu? Alors, la défense, et je vais commencer par cela rapidement, la défense, dans son mémoire, a répondu à cette question clé. Encore une fois, quel est le lien entre les crimes et M. Habré, s'il y a un lien? Et la défense a dit qu'il n'y avait pas de lien. Elle a donné 3 raisons pour lesquelles, selon la défense, il ne devrait pas y avoir de lien entre les crimes et M. Habré. Première réponse qu'elle a donnée, à la page 46 de son mémoire, notamment pour les crimes de torture, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de crime. Alors, évidemment, s'il n'y a pas eu de crime, il n'y a pas de lien. Et la défense dit, dans son mémoire à la page 46, s'il n'est pas contesté ait pu être commis à leur égard. Donc pas de crime. Évidemment, s'il n'y a pas de torture, il n'y a pas de lien. Le problème, c'est que la défense elle-même ne semble pas sérieusement croire à sa propre théorie, parce qu'à la page 43 de son mémoire, donc 3 pages avant, en parlant de Saleh Younous, en parlant d'El Djonto, en parlant d'Abbas Abou Ghrain,
elle parle de ces gens-là comme des tortionnaires réputés. Et ça revient encore dans le mémoire de la défense, où on parle de torture et de tortionnaires. Donc je ne vais pas m'attarder sur cette théorie, à laquelle, encore une fois, la défense elle-même ne semble pas croire. Deuxième théorie, développée dans le mémoire de la défense, s'il y a des responsables pour les crimes, ce n'est pas M. Habré, mais c'est le ministre de tutelle de la DDS, M. Ibrahim Itno, le ministre de l'Intérieur. Ça, c'est la deuxième théorie. Et puis, il y a une troisième théorie, développée dans le mémoire de la défense, qui dit, s'il y a des responsables de ces crimes, alors les responsables, ce sont les agents de la DDS eux-mêmes, donc les tortionnaires. Cette dernière théorie est développée à la page 49, celle selon laquelle c'est M. Itno qui est responsable, à la page 48. Vous voyez, le problème, c'est que ces trois théories ne sont étayées par rien, pas une pièce, pas un témoignage dans ce dossier. Sur quoi se base la défense pour dire qu'il n'y a pas eu de torture, qu'il n'y a pas eu de crime? Qui est venu dire, en audience devant le juge d'instruction ou que ce soit dans le dossier, qui est venu dire qu'il n'y a pas eu de crime? Personne. Deuxième théorie, M. Ibrahim Itno est responsable, le ministre de tutelle, le ministre de l'Intérieur. Mais qui est venu dire, même à considérer, et ce n'est pas le propos ici, que M. Itno soit en effet responsable des crimes? D'abord, qui est venu dire que la responsabilité supposée théorique de M. Itno écarterait celle de M. Habré? Personne. Aucun témoin n'est venu dire ça. Personne n'a dit ça dans l'instruction. Cette théorie, elle est basée sur rien. Pareil pour la théorie selon laquelle ce sont les agents de la DDS qui ont commis les crimes. Évidemment que les agents de la DDS ont commis les crimes. Mais qui a dit dans cette procédure que le fait que les agents aient commis les crimes écarterait la responsabilité de M. Habré? Personne n'a jamais dit ça. Aucune théorie n'a été développée selon laquelle, pour une raison ou pour une autre, la responsabilité des agents de la DDS écarterait celle de M. Itno. Et légalement, évidemment, c'est absurde. Le fait que des agents de la DDS soient reconnus coupables devant un tribunal qui n'est pas celui-là de crimes de torture et que ces agents ne puissent pas invoquer comme excuse le fait que des ordres leur aient été donnés, parce qu'en droit pénal international, évidemment, le fait de recevoir des ordres, ce n'est pas une défense, ce n'est pas une excuse, eh bien, ce fait-là ne change rien du tout au fait que la personne qui a donné les ordres soit tenue responsable. Personne n'a jamais dit nulle part dans ce dossier que le donneur d'ordre ou que M. Habré ne devrait pas être responsable parce que les agents de la DDS sont responsables. Alors, Monsieur le Président, Messieurs les juges, notre problème avec ces théories, encore une fois, c'est qu'elles existent dans le vide. Pour moi, elles sont des bulles de savon. Elles flottent dans l'air, elles n'ont aucun rattachement avec ce dossier, aucun rattachement avec des pièces, avec des témoignages qui existent dans ce dossier. Alors, notre théorie, Monsieur le Président, Messieurs les juges, la première, c'est que M. Habré doit être tenu pénalement responsable des crimes qui ont, pour beaucoup de ces crimes, oui, en effet, été commis par d'autres, notamment les agents de la DDS. Il doit être tenu responsable de ces crimes. Pourquoi? Parce qu'il a planifié ces crimes. Il a planifié ces crimes. En droit international, si quelqu'un planifie un crime et que ce crime est en effet commis et que la personne qui a planifié les crimes avait l'intention que ce crime soit commis, alors est responsable non seulement la personne physique, celui qui a commis les crimes, mais également celui qui les a planifiés. Alors, si je vous dis qu'il les a planifiés, la prochaine question, c'est qu'est-ce que M.
Abré a planifié? Et la réponse à cette question, qui est développée dans notre mémoire, c'est que M. Abré a créé de toutes pièces la DDS comme un organe à son contrôle absolu, et qu'il a utilisé cet organe pour neutraliser, pour réprimer, pour détruire ses ennemis. Voilà ce que nous disons. Alors, le premier élément, c'est la création de cette DDS et le fait que cette DDS était à son pouvoir, il avait un pouvoir absolu, était sous son contrôle absolu. Cela a déjà beaucoup été développé. Laissez-moi simplement dire que les pièces de cette procédure démontrent en effet que M. Abré a créé de toutes pièces la DDS, qu'il la contrôlait entièrement, qu'il l'utilisait comme un objet. Maître Moudena a utilisé ce terme et je pense qu'il est approprié comme un objet, comme son objet à son service. On a parlé du décret présidentiel du 26 janvier 1983 qui a créé la DDS. Vous avez ensuite le fait que M. Abré a créé non seulement la DDS, mais son bras armé, la BESIR, ce que 5 témoins dans cette procédure ont affirmé. Je vous renvoie à la page 7 de notre mémoire. Et puis ensuite, M. Abré, et non le ministre de tutelle, nommait le directeur de la DDS. Ça ressort du décret, page 5, article 5, pardon. Ensuite, M. Abré nommait le directeur adjoint de la DDS, paragraphe 8. Il nommait les chefs de service de la DDS. Il nommait les agents de la DDS. Il nommait même les traducteurs de la DDS, comme ça, cela ressort de notre mémoire. Au poste clé de la DDS, il a mis ses gens. Le deuxième directeur de la DDS, c'est son neveu. Le troisième directeur de la DDS, c'est son gendre. Monsieur le Président, messieurs les juges, un grand écrivain qui se nomme Thierry Cruvelier a eu ces mots sur le chef tortionnaire Khmer Rouge, le chef du centre de détention S21 à Phnom Penh, et il l'a appelé le maître des aveux. C'est d'ailleurs le titre de son livre sur le procès. C'est un livre remarquable, je vous le recommande si vous ne l'avez pas lu. Eh bien, et je pense qu'il ne m'en voudra pas pour parodier M. Cruvelier. Pour moi, sur la base de ce dossier, M. Abré, c'est sans conteste, c'est le maître de la DDS. Alors, et malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour tout développer. Dans notre mémoire, nous avons sur 15 pages, pages 7 à 26 de notre mémoire, développé tous les aspects du contrôle absolu, entier, total de M. Abré sur la DDS. M. Abré n'a pas seulement créé la DDS, nommé tout le monde, verrouillé par ses gens de confiance, il exerçait également, et c'est développé dans notre mémoire, une mainmise sur les organes clés de la répression au sein de la DDS, que sont le service pénitentiaire, développé dans notre mémoire, page 20 à 24, et la BESIR, développé dans notre mémoire, page 24 à 26. Alors, on vous a parlé de cette pièce des 36 à 62, cette note de service du 26 août 1987, qui a ce langage. La DDS constitue l'œil et l'oreille du président de la République. Et ce qui est remarquable dans ce dossier, vous avez cette pièce qui utilise ces mots, l'œil et l'oreille du président de la République, et puis vous avez un témoin dans cette procédure qui a dit au juge d'instruction exactement la même chose, sans avoir lu la pièce, le 18 décembre 2014, Baningar Kassala, cote D 2808, a dit la même chose. L'œil, la DDS, est l'œil et l'oreille du président de la République. Alors, Monsieur le Président, Messieurs les juges, au-delà de l'image du fait qu'un œil et une oreille, cela renseigne, on voit avec l'œil, on entend avec l'oreille, mais mon œil et mon oreille m'appartiennent. Mon œil et mon oreille
sont à moi, à personne d'autre qu'à moi. Ce sont mes biens et bien sûr, ce sont mes biens précieux. La DDS, c'était l'œil et l'oreille de M. Habré, c'était son bien. Et peut-être que c'était son bien le plus précieux. Pourquoi ? Et Maître Moudena vous l'a si bien expliqué, parce que de son œil et de son oreille, de sa DDS, il avait besoin de la DDS pour neutraliser ses ennemis et pour ainsi se maintenir au pouvoir. Monsieur le Président, Messieurs les juges, le deuxième élément du plan, après le pouvoir absolu, entier, total de M. Habré sur la DDS, c'est ce qu'il en a fait de cette DDS. Ok, il avait un pouvoir entier, total, complet sur cette DDS. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Eh bien, ce que nous disons, c'est que M. Habré a utilisé cette DDS et nous avons utilisé le mot pour neutraliser ses ennemis. Ça veut dire les arrêter, ça veut dire les mettre en détention dans des conditions si effroyables que la plupart mourraient, ça veut dire parfois les torturer, ça veut dire parfois les sortir la nuit et les exécuter. Et sur quoi est-ce qu'on se base dans ce dossier pour dire que M. Habré a utilisé la DDS pour neutraliser ses ennemis? Et ça, c'est extraordinaire. Dans ce dossier, on se base d'abord sur 2 pièces, pas des témoignages, des pièces que vous pouvez mettre l'une à côté de l'autre et qui vous racontent cette histoire-là. La première, et on en a parlé, c'est le décret présidentiel dès 1976. Et ce décret présidentiel vous donne la mission de la DDS et ces mots dans ce décret présidentiel qui crée la DDS, le mot répression. La DDS sert à la répression et ensuite ces mots des individus, des groupements, collectivités suspectés d'activités contraires ou seulement nuisibles à l'intérêt national. En français, individus suspectés d'activités contraires ou seulement nuisibles à l'intérêt national, ça veut dire ennemi. C'est ça que ça veut dire en français. Donc cette pièce crée la DDS et vous dit la DDS, elle sert à la répression des ennemis. Et puis vous avez une deuxième pièce. Et mettez-la à côté et regardez-les ensemble. Cette deuxième pièce, c'est un discours. Pas un témoignage, c'est un discours prononcé par M. Habré lui-même. Ce discours a été retranscrit dans le journal Al-Watan, qui est le journal du parti politique de M. Habré. Du 13 au 19 mai 1989, le journal Al-Watan a retranscrit ce dossier, c'est la cote D12 36.3, et je vais vous lire ce discours, 5 lignes. Les ennemis, la date, très importante, 1989. Donc, c'est dans l'édition du 13 au 19 mai 1989 qu'Al-Watan publie ce discours. Donc, 1983, réprimer les ennemis, ça c'est la création, la mission de la DDS. Et 6 ans plus tard, 1989, M. Habré s'exprime dans ce discours retranscrit par le journal de son parti politique. Voilà ce qu'il dit. Les ennemis camouflés, les ennemis rampants dans nos rangs, manipulés par la main de l'étranger, tentent même de créer des cellules, des organisations fantoches, des réseaux douteux, obscurs, pour combattre insidieusement de manière maligne l'effort, le combat. Mais que ceux-ci sachent que nous les suivons, et ils seront démasqués, et ils seront détruits. Et sachez que les ennemis sont là, ils sont près de nous, ils sont même dans nos rangs. La révolution a riposté, la révolution les a écrasés. Les ennemis qu'on écrase. Si j'avais voulu inventer de mes mains dans cette procédure de la preuve, je n'aurais pas pu faire mieux. Ensuite, il y a ce qui s'est passé. Parce que le plan a été créé,
Et ensuite, comme l'ont plaidé mes confrères, le plan a été mis en œuvre d'une façon terrible. Et en effet, ce que M. Habré avait planifié s'est passé. C'est passé quasiment à la perfection. Les ennemis ont été démasqués et les ennemis ont été écrasés, arrêtés, torturés. Et je ne vais pas y revenir, ça a été merveilleusement développé hier et aujourd'hui, des centaines et des centaines de fois à la DDS. On a apporté les ennemis du Sud, les opposants politiques, les ennemis considérés comme proches des Libyens, les ennemis considérés comme proches ou étant des Adjaraï, les ennemis considérés comme proches ou étant des Agawa. Toujours la même chose. Alors, Monsieur le Président, Messieurs les juges, l'existence d'un plan devient aussi une évidence par sa mise en œuvre. A fortiori, quand cette mise en œuvre se déroule de façon exactement avec le même modus operandi, et ça a été développé sur des années. Alors, je me joins à mon confrère, Maître Philippe Houssine, qui hier a posé une question très pertinente. Je changerai juste la formulation de la question, mais c'est dans la même ligne, et je pose cette question. Si le plan n'a pas été de créer la DDS comme une machine à détruire, à neutraliser les ennemis du régime, alors dites-nous, à quoi a servi la DDS? Monsieur le Président, Messieurs les juges, en droit pénal international, et notamment en Afrique, et notamment en Asie, cette notion juridique de planification a été très, très importante, moi je dirais même décisive, ces dernières années dans la jurisprudence. Je parlais de l'Afrique, il y a eu un procès très important par rapport à l'Afrique, c'est le procès contre l'ancien président du Libéria, Charles Taylor, qui a été condamné par le tribunal spécial pour la Sierra Leone. C'était la première fois, pas pour l'Afrique, dans l'histoire, c'était la première fois qu'un ex-chef d'État était condamné depuis Nuremberg. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Charles Taylor n'était pas poursuivi pour les crimes qu'il a commis dans son propre pays, le Libéria. Charles Taylor, il était poursuivi pour les crimes qu'il a commis dans le pays limitrophe, dans le pays voisin, la Sierra Leone. Et il était accusé d'avoir utilisé les mouvements rebelles en Sierra Leone, et notamment le RUF, pour avoir commis des crimes. Charles Taylor a été reconnu coupable d'avoir planifié l'attaque militaire que les forces rebelles ont lancée contre la capitale de la Sierra Leone, Freetown, le 6 janvier 1999. Et cette attaque a été possiblement dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest peut-être le plus sanglant assaut jamais lancé contre une capitale. Freetown a été mis à feu et à sang quand les troupes rebelles se sont retirées. Elles ont brûlé la ville, complètement brûlé la ville. Charles Taylor, évidemment, n'était pas là. Il n'était même pas en Sierra Leone. Il n'est jamais venu en Sierra Leone au moment des faits. Charles Taylor, il était tranquillement assis dans son palais présidentiel à Monrovia, Liberia, pendant cette attaque. Or, le tribunal spécial pour la Sierra Leone, confirmé en appel, a condamné, a mis sur la tête de Charles Taylor tous les crimes, les fausses amputations, les meurtres, tous les crimes qui ont été commis pendant l'attaque meurtrière de Freetown, parce que Charles Taylor avait, a dit la Cour, en octobre et novembre 1998, planifié cette attaque depuis son palais présidentiel à Monrovia. En Asie, autre procès historique, celui des leaders Khmer Rouge à Phnom Penh devant les chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens. Deuxième procès, Khmer Rouge, celui des dignitaires au plus haut niveau politique, et notamment de Nuon Chea, l'âme noire de Pol Pot, Nuon Chea qui était secrétaire adjoint du PCK, membre du comité central, membre du comité permanent.
Et la question dans ce procès, c'était un événement majeur qui a marqué beaucoup de monde, tellement il a été spectaculaire, l'évacuation forcée d'une ville entière de 2 millions d'habitants en une journée, l'évacuation forcée de Phnom Penh par les Khmers rouges, le 17 avril 1975, 2 millions de personnes évacuées. Eh bien, Nuon Chea a été, dans ce procès, reconnu coupable de l'évacuation de Phnom Penh. Évidemment, c'est pas lui qui était sur le terrain au moment où les gens sont partis. Eh bien, on a dit qu'il avait planifié cette évacuation et tous les crimes qui ont été commis pendant cette évacuation. Donc les deux des événements qui ont marqué l'histoire, en Afrique, l'attaque de Freetown, 6 janvier 1999, en Asie, l'évacuation forcée de Phnom Penh en 1975, des tribunaux internationaux ces 5 dernières années ont utilisé le mode de la planification pour rendre respectivement un ancien chef d'État et un ancien dignitaire politique au plus haut niveau de l'appareil coupable de centaines et de centaines de crimes sur la base de ce mode de responsabilité. Alors, la différence ici, c'est que, contrairement à Charles Taylor pour l'attaque de Freetown, contrairement à Nuon Chea pour l'évacuation de Phnom Penh, le plan que M. Habré a créé et a mis en œuvre ne s'est pas déroulé sur quelques semaines. Il s'est déroulé sur plus de 90 mois. 90 mois de mise en œuvre de son plan criminel. Et c'est ça le drame absolu de ce dossier, pour nos mandants. C'est que ce plan s'est déroulé, a été mis en œuvre sur une période extrêmement longue, 90 mois. Pendant 90 mois, comme l'a dit de façon bouleversante Maître Moudenaa, des petites gens ont été broyés par ce que Maître Moudenaa a appelé la machine qui avale. La DDS, la machine qui avale. Et ceux qui ont survécu sont venus devant vous, debout, et ils sont venus devant vous avec une immense dignité. Ces gens sont des rescapés, et c'est eux qui sont venus témoigner ici. Je pèse mes mots, Monsieur le Président, messieurs les juges, vraiment, je pèse mes mots, mais pour moi, dans cette procédure, en termes de durée, vous avez l'un des plus grands plans criminels de l'histoire moderne récente. Alors, dans ce dossier, il y a encore, à notre avis, un élément qui est important. Celui qui planifie juridiquement, il n'a rien d'autre à faire une fois que les crimes sont planifiés. S'il avait l'intention, si les crimes ont été commis, il n'a rien d'autre à faire. On ne demande juridiquement pas à celui qui est planifié d'avoir participé d'une façon ou d'une autre à ces crimes. Or, pour nous, M. Habré ne s'est pas contenté de créer ce terriblissime plan criminel, mais il est entré d'une certaine façon dans la phase opérationnelle des choses. Il est descendu dans le champ opérationnel et il a donné lui-même des ordres, et des ordres qui sont criminels et qui ont abouti directement à des crimes. Il a donné ses ordres aux agents de la DDS, mais pas seulement, et c'est développé dans notre mémoire. Il a donné des ordres aux agents de la garde présidentielle, aux émissaires qu'il a envoyés dans le sud. Il a donné des ordres aux soldats des fentes. Il a donné des ordres à tous ses organes. Et pour nous, M. Habré doit être reconnu aussi coupable d'avoir donné des ordres. Alors, la jurisprudence des tribunaux ad hoc par rapport à cette notion d'ordre a développé depuis des années des critères qui permettent d'inférer les ordres criminels. Si vous n'avez pas un ordre écrit qui dit « je donne l'ordre d'exécuter monsieur X », la jurisprudence des tribunaux ex-Yougoslavie, ex-Rwanda a développé des critères qui disent que si certaines circonstances factuelles sont remplies, alors légalement, on peut inférer
on peut conclure qu'un ordre criminel a été donné, même, encore une fois, si on n'a pas l'ordre écrit. Et je vous renvoie à l'arrêt Galitch du TPY, jugement de première instance, paragraphe 171, et l'arrêt Galitch a donné 10 exemples différents de preuves circonstancielles qui permettent d'inférer le fait qu'un crime a été donné. Et je ne vais pas développer ici, l'un après les autres, tous ces critères, juste, vous les avez dans l'arrêt, juste pour vous dire qu'en écoutant hier et aujourd'hui mes confrères, je me suis amusé à simplement, chaque fois que j'avais l'impression qu'un de ces critères, par exemple, pour vous donner des exemples, les critères sont, à titre exemplatif, le nombre d'actes illégaux commis, savoir si c'est le même modus operandi, où se trouvait le supérieur au moment des crimes, la logistique impliquée, etc., etc. Je me suis amusé, et je l'avais évidemment déjà fait, mais juste sur ce que vous avez entendu en audience, avec pas des bulles de savon, mais des témoignages et des pièces qui vous ont été données, je me suis amusé à chaque fois tiquer, à mon sens, tous les critères, pas 1, pas 2, pas 8, 10 critères, les 10 critères développés par la jurisprudence de l'ex-Yougoslavie dans l'arrêt Galitch, les 10 critères ici sont remplis pour permettre d'inférer les ordres criminels. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que bien malheureusement, et ça ne me réjouit pas de le dire, mais on a tellement plus dans ce dossier, tellement plus que des indices circonstanciels qui permettent d'inférer que les ordres sont donnés. Et rappelez-vous que ces indices circonstanciels ont de nombreuses fois amené le TPIR et le TPY à condamner sur cette base de responsabilité. Mais ici, on a tellement plus. On a tellement plus. D'abord, on a le fait que des témoins et des pièces vous disent que c'est M. Abré qui donnait les ordres, que ce qui était fait parce que c'est M. Abré qui donnait les ordres. Juste à titre exemplatif, parce que je n'aurai pas le temps de tout développer, devant le juge d'instruction, le 22 août 2013, page 3, Sabrib, qui était gendarme détaché à la Bessire, il vous dit, c'est le directeur de la DDS qui reçoit directement les ordres du président. Devant le juge d'instruction, 27 août 2013, Saleh Batraki, directeur adjoint de Saleh Younous, il vous dit, lorsqu'un informateur arrive, il va au service de recherche, il fait un compte-rendu verbal ou écrit, le chef de service rend compte au président qui donne les instructions. On a développé tous les éléments de preuve, et il y en a beaucoup dans notre mémoire page, à partir de la page 36, vous avez des gens à différents niveaux de la DDS, par exemple, Nestor Lautaï, contrôleur de la DDS, directeur adjoint, a dit la même chose devant le juge d'instruction le 16 décembre 2013. Mahamad Sied dit Ali Yek, chef de secteur fluvial à la DDS, il a dit la même chose. C'est M. Abré qui donne les ordres le 26 août 2013. Benjim Benjoum, lui, il est venu en audience vous dire exactement la même chose. C'est M. Abré qui donne les ordres le 23 septembre 2015. Baningar Kassala, haut officier de l'armée tchadienne, il a dit ça, la même chose, au juge d'instruction le 18 septembre 2014. Donc, dans ce dossier, on a des témoignages qui vous disent que M. Abré, c'est lui qui donnait les ordres. Ce qui se passait, ça se passait parce que c'est M. Abré qui donnait les ordres. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Non seulement tous les indices circonstanciels développés par les tribunaux ad hoc sont remplis, non seulement vous avez des gens qui viennent et qui vous disent tout ce qui était fait, c'était fait parce que celui qui donnait les ordres, c'était M. Abré, mais vous avez dans ce dossier des témoignages qui vous disent que M. Abré donnait des ordres criminels. Pas simplement donnait des ordres, il donnait des ordres criminels. Et je vais, parce que je n'ai pas le temps, malheureusement, mais je vais développer seulement un de ces ordres criminels, qui est celui d'exécuter. Benjim Benjoum, et on en a parlé, mais il faut y revenir, est venu devant vous le 23 septembre 2015, donc ancien, comme on a dit, de la DDS, et il a expliqué
que ces fiches d'information étaient transmises à M. Abré et que ces fiches d'information revenaient avec des annotations. Et on en a parlé plusieurs fois, les lettres. Et il a dit qu'il a vu, il savait que ces fiches partaient à la présidence, ces fiches revenaient, et il a vu ces fiches avec la lettre E pour exécuter. Et ensuite, il a vu que les personnes pour le compte desquelles des fiches avaient été créées et qui revenaient avec cette annotation, la lettre E, il a vu que ces gens étaient pris et il a expliqué, il a dit, c'est Issa Arwai qui est venu, qui a pris cette personne, la fiche est revenue avec la lettre E, il a pris cette personne et il l'a amenée vers la sortie de Djamena et ces personnes ont été exécutées. Il est venu, il vous a dit ça, il a vu la fiche, il sait que la fiche est partie à la présidence, elle est revenue avec la lettre. Suite à ça, un agent est venu, a emmené la personne s'est fait exécuter. Ordre direct d'exécution. Ce qu'a dit M. Benjim Benjoum est corroboré dans ce dossier, et pas par des bulles de savon. D'abord par Sabre Rib, qui travaillait à la DDS. Sabre Rib a dit au juge d'instruction, le 22 août 2013, il a dit, avec Abré, même une mouche ne peut pas être écrasée sans son ordre. Et si vous lisez la déclaration
Quand vous le jugerez opportun de vous arrêter, vous nous le ferez savoir, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Messieurs de la Cour, Madame, Monsieur le Procureur de la République, chers confrères, j'ai choisi 15 minutes parce que l'événement me paraît important et j'ai voulu fixer l'histoire à ma manière. Donc tout juste le temps d'être écrivain, le temps d'une plaidoirie. C'est une grande émotion qui m'étreint au moment de prendre la parole. Une émotion grande au point d'être inhibante, voire célorisante. Pourtant, je ne suis pas un enfant de cœur. Je suis un homme aguerri, souvent au contact des horreurs. J'ai été au mémorial de Kigali. On m'a ouvert les fosses communes avec le génocide rwandais, avec son millier de morts. J'ai participé au Gachacha, au quartier Mille Collines. J'ai été au mémorial d'Arménie à Erevan, avec le génocide de l'Empire ottoman 1914-1918. J'ai été dans les chaudrons de la République démocratique du Congo. J'ai été à Ngoma, au nord Kivu, Bukavu, Kisangani. J'ai été à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, pendant les périodes chaudes. Pourtant, je n'avais jamais imaginé que des horreurs pouvaient être plus grandes. Jamais je n'avais imaginé que l'atrocité pouvait atteindre certains seuils avec ce pan de l'histoire du Tchad, 1982-1990. Quelques jours, j'ai suivi à la télévision un film sur Staline, avec les goulags en Sibérie. Mais tout ça n'est rien par rapport à ce que j'ai découvert dans ce dossier du Tchad, surtout après les exposés exhaustifs qui ont été faits par mes consoeurs et confrères Jacqueline, Delphine, Lambi, du sud au nord, en passant par toutes les couches de la société tchadienne. Et me reviennent à l'esprit cette déclaration de Robert Jackson à l'ouverture du procès de Nuremberg. Les 4 nations victorieuses retiennent le bras armé de la vengeance et soumettent volontairement leurs ennemis prisonniers au jugement de la loi. Les crimes que nous cherchons à condamner et à punir ont été à ce point prémédités, pervers et dévastateurs que la civilisation ne peut tolérer qu'ils soient ignorés, car on ne pourrait survivre s'ils étaient réitérés. Il est donc nécessaire d'imposer la suprématie de la loi sur la force brutale et cynique, sur la tyrannie et la barbarie. Nous voici donc, Monsieur le Président, en face d'un challenge historique. Messieurs les juges, tel Nuremberg qui augurait au sortir de la Deuxième Guerre mondiale d'un monde meilleur fondé sur l'intangibilité de la personne humaine. Déjà au sortir de la Première Guerre mondiale, Guillaume II n'a pu échapper à la justice internationale qu'avec la complicité de la République d'Hollande. Ensuite, vous avez tout ce processus qui s'est développé. Mais aujourd'hui, c'est l'Afrique face à son destin. Chaque génération découvre sa mission. Elle l'accomplit ou elle la trahit. Je veux citer Frantz Fanon. Des victimes, des ONG, des hommes épris de paix, de justice et de liberté ont fait le choix d'assumer, de s'assumer, d'assumer l'histoire. La mobilisation au cours de ce procès est donc un devoir de lutter contre l'impunité, contre l'oubli, contre la réitération de graves outrages contre l'être humain.
Et je voudrais, à cet instant précis, rendre hommage aux ONG qui ont été tant décriées, aux ONG tchadiennes, notamment l'Association tchadienne pour la promotion des droits de l'homme. Au Sénégal, l'Organisation nationale des droits de l'homme, que j'ai eu l'honneur de présider et qui a eu à déposer plainte en 2000 entre les mains du doyen, le juge d'instruction Demba Kandji, qui pour la première fois de l'histoire, pour la première fois a inculpé Hissène Habré sur la base de la compétence universelle résultant des dispositions de la Convention contre la torture de 1984. Je voudrais également rendre hommage à ces organisations, la RADDHO, Amnesty International section sénégalaise. Je voudrais enfin rendre hommage à ces organisations internationales dont le seul crime est d'avoir accompagné des victimes pour la réalisation d'un droit fondamental, le droit à un procès, dont dépendent tous les droits dont j'ai énuméré tantôt et toutes les exigences que j'ai énumérées tantôt. Je voudrais également rendre hommage à ces victimes dont l'abnégation, dont l'obstination était plus forte que leur dégoût. Je veux citer Chateaubriand. Toutes nos pensées pieuses à celles qui n'ont pas pu voir ce jour, ces victimes qui, du fait de l'érosion du temps, qui, du fait de nombreux écueils qui nous ont été posés, ces victimes dont la vulnérabilité a été accentuée par des séquelles de torture, de conditions de détention inimaginables et qui n'ont pas pu survivre et assister à ce procès. Et notamment à cette victime dont Jacqueline me donnera le nom, dont vous aviez prévu l'audition à cette barre, le vieux Adji Macho, qui devait comparaître lorsqu'on reçut ce coup de fil 2 jours auparavant pour nous dire que finalement il est décédé. Ce vieux qui était dans l'extase à l'idée de témoigner devant votre barre. Pour vous dire, Monsieur le Président, on l'a dit, on l'a rabâché. La responsabilité est grande aujourd'hui. Le monde nous écoute. L'Afrique nous écoute. Le Tchad nous écoute. Le Sénégal suit avec attention. Et nous pensons aujourd'hui que l'occasion nous est offerte, comme il a été déjà démontré, qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de persécuter un homme. Il ne s'agit pas de faire le travail d'organisation occulte ou de personnes tapées dans l'ombre, mais il s'agira d'apporter la preuve d'une culpabilité. Et jamais dans l'histoire de la justice pénale internationale, mon confrère Alain vous l'a dit, on a eu autant d'éléments objectifs, mais autant aussi d'éléments constitutifs et variés n'ont pesé sur la tête d'un accusé. Qu'il s'agisse du crime contre l'humanité, qu'il s'agisse du crime de guerre, qu'il s'agisse du crime de torture. Et j'en finirai là, Monsieur le Président, Messieurs les juges, pour cette première partie de ma plaidoirie. Il aurait pu être poursuivi pour génocide. Mon confrère Lambi vous a parlé de cette extermination des Agawa, des Adjaraï. On aurait pu parler des Sahara jusqu'à demain, de ces Arabes ou de ces Tchadiens au teint clair simplement, exterminés parce que pouvant être assimilés à des Libyens. Et si M. Habré n'a pas été poursuivi pour génocide, c'est parce que le procureur, dans un premier temps, a estimé qu'il n'avait pas assez d'éléments pour poursuivre. Et on vous dira que tout a été fait à Sarge. Or, un procureur qui peut poursuivre pour un crime qui se retient, on lui doit au moins reconnaissance et non ingratitude. Et cette chambre d'accusation qui pouvait, nonobstant le fait que le parquet n'ait pas retenu le génocide, requalifier, cette chambre d'accusation dit « je n'ai pas assez d'éléments pour requalifier ». Et a même ordonné des non-lieux sur certains points. Et on vous dira toujours qu'on a instruit uniquement à Sarge. Mais ceux qui sont dans le cœur de ce dossier
savent que cette procédure a obéi aux règles d'équité, d'équitabilité, de justesse. Et nous voulons, nous militants des droits de l'homme, d'ores et déjà, dire, comme on l'a toujours dit, que nous nous sommes engagés que parce que nous étions assurés que le procès sera équitable. Je reviendrai sur les faits, Monsieur le Président, avec votre permission, après la pause. Je vous remercie. Pause au déjeuner et nous allons reprendre à 14h. Merci.